Bonsoir et merci de votre constante fidélité à Reflet TV. On en parle ce soir dans cette émission. Dans la première partie, crise dans le royaume baoulé, comprendre l'accession au trône. Pour mieux comprendre ce sujet qui fait l'actualité en Côte d'Ivoire, Vincent Kofi Congo, et vous êtes communicant. Bonsoir. Bonsoir. Et à ma droite, Monsieur Médard, voilà, Kwasi Nanglé, écrivain, chercheur spirituel. Bonsoir à vous. Bonsoir mon frère. Merci d'avoir honoré notre invitation tous deux. C'est nous. Et nous serons rejoints dans la deuxième et troisième partie de l'émission par nos consultants habituels, Pulchéri Balé et Thomas Gessambi. Avec eux, dans quelques minutes, d'autres sujets d'actualité nationale. Le fleuve Cavali pollué, les populations en danger. Et puis, dans la troisième partie de l'émission, Côte d'Ivoire, une économie robuste selon la Banque mondiale. Et donc, ne décrochez surtout pas dans quelques instants. Nous allons aborder ces sujets. Tout de suite, place à la première partie de l'émission, je rappelle, consacrée à la crise dans le royaume baoulé. Comment se fait l'accession au trône? Vous comprendrez tout à l'heure dans cette émission avec nos invités en plateau. Monsieur Nanglé Kwasi Médard, première question. Au royaume baoulé, 2 prétendants pour un seul trône. Allons à l'origine de ce bicéphalisme. Oui. À défaut de faire la libation, je sais parce que chez nous, quand on est dans une assemblée, qu'on doit parler, on fait la libation, on fait l'appel à nos mânes. Donc permettez-moi de faire appel en quelques secondes à nos mânes. D'accord. Nana nyomyokli, asie, nana abla beaucoup, nana abla po, nana abla boni, nana anungle. Et nana nanamu, anei, et soit quand agouai, berlolong, nde. Na ambla na amaukai na denga ikai ingba ngai kele oti amnonde yeyeke nglemunyo. Pour revenir à votre question, il faut déjà savoir que on ne dit pas, on va corriger quelque chose tout de suite. Nous ne sommes pas des baoulés, nous sommes des waoulés. Parce que quand vous allez rentrer dans un village waoulé, vous attrapez, excusez-moi, vous parlez, demandez à un vieux, Amoutissé, c'est-à-dire qui êtes-vous? Il ne va jamais te répondre, nous sommes baoulés. Est-il baoulé? Non. Est-il waoulé? Mais est-il moyen? Voyez-vous? Parce que le mot baoulé, qui découle du baouli, est un nom négatif. Et la princesse à Blanc-Pokoua, parce que c'est son nom à l'origine, qui a quitté le Ghana pour venir, était une initiée. Et les initiés ont cette capacité de n'agir que dans le positif. Donc elle ne pouvait à aucun moment appeler son peuple, mettre ce nom négatif de l'enfant est mort sur son peuple. Si encore on peut extrapoler, on peut dire baoulé. Ça n'a rien à voir avec baoulé. Baoulé, c'est une grâce. Baoulé tu pas, baoulé tu moyen. Voilà, ça on peut le dire. Mais baoulé, ça n'existe pas chez nous. Donc, ce sont les choses qu'il faut corriger. En waoulé, c'est ça? Baoulé. Baoulé, Voilà. ok. Si on veut utiliser les termes, ou bien on dit waoulé. Ok. Alors, à l'origine de ces bicéphalismes qui existent dans votre royaume présentement? Il faut savoir que à l'origine, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Il y a peut-être 470 ans, lorsque il a fallu que le roi Osei Tutu I monte sur le trône, il y a eu ce problème entre 2 familles à l'origine qui gouvernent la royauté, c'est les Ashanti, parce que notre source est Ashanti. Il y a le village d'Abokonsou et le village de Nsouta Ashanti. Et c'est de ces 2 villages que, alternativement, on choisissait les régents et les rois. Et il se trouvait que c'était le tour de la famille d'Ablan-Pokoua et son grand frère qui devait gérer la royauté, qui s'appelait Dakon, a été assassiné par un autre membre de la famille voisine d'Abokonsou. Et il y a des règles qui ont été établies après cet assassinat, il y a des règles qui ont été établies. Et quelles sont ces règles-là? Je vous les cite quelques-unes. Si dans une famille, on trouve un membre de la famille qui vole, qui ment, qui assassine une autre personne, que ce soit de la famille royale ou bien ailleurs, cette famille est bannie de la royauté, de la gouvernance. Et c'est ce qui s'est passé. Jusqu'aujourd'hui, la famille d'Abokonsou
ne peut pas prendre le pouvoir au Ghana. Et nous venons de ces deux familles, sinon les Assabou, qui viennent de la famille royale d'Nsouta Ashanti, c'est elle qui gouverne jusqu'à aujourd'hui. Et on est venu à pérégrination, on est arrivé en Côte d'Ivoire. Il y a une autre chose aussi qu'il faut corriger. Le royaume des Waoulé n'a jamais eu de reines. On a eu des reines mères, voyez-vous? Parce qu'il y a deux fauteuils, il y a deux sièges. Il y a le siège du roi et le siège de la reine mère. Ce sont des choses qui sont très différentes. Donc, vous arrivez à l'actualité où on a parlé de la reine des Waoulé, c'est un abus de langage. Cela n'a jamais existé. Même Ablan Pokoua, qui est devenue reine ici, n'a pas régné en tant que reine, elle a régné en tant que reine-mère. Parce qu'elle ne s'est pas assise sur le trône du roi. Ce n'est pas permis. Voyez-vous, Akwa Boni, qui, elle, a organisé tout le royaume, parce que quand ils sont arrivés, Ablan Pokou était déjà assez âgé. Donc, elle a confié la charge à sa nièce, qui est Akwa Boni, qui, elle, a géré, a organisé la royauté. Et elle non plus, elle n'a pas siégé sur le siège. C'est son fils après qui est devenu roi. Et c'est à partir de là qu'on est arrivé maintenant au 12e roi, qui est l'actuel, qui est Otimi Kassi Anvo. Alors, parlant du roi Otimi, il y a en tout cas cette question divise. Nous avons présentement une autre partie qui se réclame également être sur le trône dans le royaume baoulé. Est-ce que vous pouvez faire des précisions sur d'abord ce qui a permis cette incompréhension-là dans votre royaume? Merci de me passer la parole. Comme l'aîné vient de le dire, il y a des règles. Les règles sont établies dès le départ. Il y a deux sièges. Il y a le siège qu'on appelle le Yaswabia ou le Fabia. Ça, c'est le siège sur lequel s'assoit le roi. Et il y a le siège de la reine-mère qu'on appelle en baoulé Blandré. C'est ce siège-là sur lequel s'assoit la reine-mère. Les deux sont distincts. Il n'y a pas de confusion du genre en la matière. Donc, le roi, lui, il commande. Il a le bâton de commandement. C'est lui qui dirige le royaume. Et puis, vous avez la reine-mère qui, elle, a d'autres fonctions. Elle a 4 fonctions principales. Sa première fonction, c'est de conseiller le roi. Elle est la première conseillère du roi. Sa deuxième fonction, c'est de protéger le roi. Cela part de la légitimité qu'elle donne au roi parce que c'est la femme qui porte l'enfant. Donc, elle sait couver l'enfant. D'ailleurs, je vous rappelle que la reine-mère Abla Pokou avait pour symbole la mère poule. Voilà, c'est ce symbole-là. Et puis, le troisième point, elle coordonne et dirige tous les rituels qui se font à la cour royale. Et enfin, le quatrième point, elle préside le collège des femmes âgées du royaume dans le choix du futur roi. Revenons au problème, c'est que est-ce que Nana Kwaku Dié II est légitime? La réponse est catégorique, non. Alors pourquoi? Pourquoi? Dans le processus d'accession au trône, il y a plusieurs étapes. Il faut d'abord que le régnant soit décédé. Nous avons constaté qu'en 2002, Nana Kwaku Anoublé III, qui était le roi des Baoulés, a tiré sa révérence. De 2002, c'est jusqu'en 2016 qu'il a été porté en terre compte tenu des contingences matérielles et immatérielles du moment, parce que, vous savez, il y a eu la partition du pays, il y a eu la crise post-électorale. Enterrer ou porter en terre un souverain en temps normal, ça prend du temps. Et quand il y a ces problèmes-là en plus, ça allonge le temps. Donc, il a été porté en terre en mars 2016. Donc, chez nous, tant que le souverain n'est pas encore enterré, il est encore roi, même mort. Donc, c'est à son enterrement, c'est après son enterrement qu'on procède à l'intronisation d'un nouveau souverain. Donc, quand il a été enterré, la procédure a été lancée par le chef du village, de Walebou village, qui est le chef propriétaire terrien de l'espace où se trouve le palais royal.
Donc il avise les Djefoué, qui sont les gardiens du trône, et il consulte la reine-mère qui s'appelait Akwaboni II, pour qu'elle propose quelqu'un pour prendre la relève. Et c'est ce qui a été fait après les tractations. Otimi Kassi Anvo a été proposé. Les Djefoué, qui sont les gardiens du trône, je vais préciser que les Djefoué ont 3 rôles. Ce sont les gardiens des regalia, c'est-à-dire des recades, des objets royaux. Ce sont les sacrificateurs du trône, c'est-à-dire le côté spirituel, c'est eux qui gèrent. Et puis ce sont les constitutionnalistes, c'est eux qui exercent le tamis constitutionnel quant à l'accession au trône. Et c'est eux qui font asseoir le prince héritier sur le trône pour le porter devant tout le monde. Donc, la procédure a été respectée. Ils ont passé au tamis tout ce qu'il y a comme qualité morale, qualité physique. Parce que chez nous, le roi doit être impeccable, même physiquement. Il ne doit avoir aucun défaut. Donc, ils ont passé tout cela au tamis et il a été validé. Sa mère, la reine-mère, a même envoyé des délégations parce qu'il fallait demander la permission à ses parents paternels. Elle a commis ses parents à aller voir les parents paternels à Krenjabo, parce qu'il a un côté là-bas, la famille royale aussi, un autre côté à Didier Vie, qui ont donné la permission pour que leur fils puisse monter sur le trône. Après tout ce processus, le 28 mars 2019, dans le bois sacré, tous les rituels ont été respectés et il a été intronisé dans le bois sacré, roi, 12e roi des Baoulés. Au petit matin, il a été présenté au grand public. Donc il a respecté toutes les étapes. Et je rappelle que pour accéder au trône, il faut être un descendant de la reine Ablapoku et Akwaboni en ligne matrilinéaire. Ce qui n'est pas le cas pour Nanon Kwasi Diédé. Exactement. Je vais renchérir. Allez-y. Pour dire que déjà, dès le départ, à un certain moment, la deuxième famille, parce qu'il y a 2 familles régnantes, la famille Yangoulé et la famille Gué, à un certain moment, la famille Gué était interdite comme à l'origine, parce qu'il y a un des Gué qui a volé de l'or. Alors, partant de là, si on se base sur les données ancestrales, leur famille est bannie. Ça, c'est la première des choses. Est-ce que le roi actuel est légitime? Non. Deuxième niveau, le roi actuel n'est pas de sang royal. Donc, la deuxième illégitimité sort de là. Donc, il n'y a même pas de débat à avoir. Voyez-vous? Sur le plan ancestral, sur la légalité constitutionnelle de la royauté des Waoulés, aucunement. Le nommé actuel ne peut avoir accès au siège de Waoulé. Et celui qui est en fonction actuellement a été intronisé depuis 2019. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, d'où vient cette histoire d'introniser un deuxième? D'aucuns parlent des mêmes politiques tapis dans l'ombre. Ben voilà, vous le dites. Nous, on le constate. Et nous, on ne veut pas rentrer dans la politique. Alors, nous, on a notre royaume à gérer. Notre roi a du travail à faire. Et le peuple waoulé est un peuple de paix. Nous, ce qu'on demande, s'il y a des mêmes politiques, ce qu'on demande, de nous laisser tranquilles. Alors, de laisser notre royaume tranquille, gérer ses affaires. Ça paraît quand même incompris. Il y a quelques jours, vous étiez en conclave à Yamoussoukro, dans la capitale politique. Selon certaines indiscrétions, ce conclave a été convoqué par une personnalité politique proche du PDC RDA, le professeur Koplu Boni. Oui. Entendons-nous bien. Le royaume baoulé, c'est un peuple. Il y a de toutes les couleurs là-dedans. Il y a de toutes les religions. Il y a de toutes les partis politiques là-dedans. Donc quand on convoque un conclave, ce n'est pas au nom d'un parti politique. C'est le peuple baoulé qui s'est réuni. Vous avez vu là-bas toutes les têtes couronnées, près de 500 chefs qui étaient réunis. Ce n'était pas une couleur politique. Alors quel est son rôle dans la gestion de ces conflits? Alors, dans notre tradition, quand il y a des conflits comme ça, c'est les doyens d'âge qui réunissent l'ensemble
pour faire parler la sagesse. Dans le cas d'espèce, le doyen d'âge du peuple baoulé, c'est le doyen Camille Ali Ali. Et son cadet, c'est le doyen Kopli Boni. Donc, il n'y a même pas de débat à ce niveau-là. C'est dans la pure tradition qu'il a réuni ses compères pour qu'on parle ensemble et pour que la sagesse triomphe et que le royaume sorte de là uni. Je reviens sur la question que vous avez posée, parce qu'effectivement, nous étions dans la salle. Et le doyen Kopli Boni, en parlant, dans son parler, il a parlé du PDCI. Et c'est pour cela que les gens ont récupéré le logo du PDCI ou du titre du PDCI pour parler Non. Et puis la politique, qu'est-ce que c'est? C'est la vie de tous les jours. Donc tout le monde fait de la politique. Voilà. Donc, comme a dit mon frère, il y a du tout. Dans la salle, il y avait des gens du RDA, il y avait des gens du PDCI, il y avait des gens du FPI, il y avait tout le monde. Alors, quelles sont les grandes résolutions qui ont été prises lors de ce conclave à Yamoussoukro? Comme on vient de le dire, Otimi, qui a été intronisé depuis 2019, il reste notre roi à tous. Et c'est la résolution, la seule résolution. Voyez-vous, disons que c'était la confirmation de ce que tout le monde sait. Peut-être pas tout le monde sait. Comme il y avait polémique, il fallait que nos sages se lèvent pour dire la vérité, pour que tout le monde sache que c'est Otimi Kassi Anvo qui a été le roi, qui est le roi et qui sera le roi jusqu'à ce que Dieu le rappelle à lui. Et c'est seulement après avoir été inhumé, après les rites, qu'on va choisir un autre roi pour lui succéder. Pour l'instant, il est encore sur ses deux pieds, Dieu merci, et il n'y a pas de raison. Alors, bicéphalisme, conclave à Yamoussoukro qui adoube le roi Otimi. Alors, présentement, où en sommes-nous avec cette crise dans le royaume baouli? Est-ce que c'est fini, ce bicéphalisme? Écoutez, nous sommes sereins, parce que quand on est dans la vérité, on n'a pas à s'agiter. Voilà, nous sommes très sereins et nous ne reconnaissons qu'un seul roi, Otimi Kassi Anvo. On le disait quelque part que le vrai trône d'un roi, c'est le cœur de son peuple. Il est dans notre cœur. C'est pourquoi nous parlons de lui, c'est pourquoi nous le défendons. Vous savez, vous avez demandé tout à l'heure au doyen pourquoi il dit Waoulé. Si vous demandez à un Ashanti ce que Waoulé veut dire, il va vous dire, ça veut dire notable de naissance noble. Les Baoulés sont des nobles. Si vous demandez à un Baoulé, comme on dit noblesse en Baoulé, il va vous dire Liewa. C'est la même chose. Nous sommes des nobles. Les nobles marchent dans l'intégrité. Ils marchent dans la droiture, ils marchent dans la probité. Ils ne s'acoquinent pas de la corruption, du mensonge. Non. Nous sommes droits dans nos bottes, nous sommes droits dans nos us et coutumes, nous sommes droits dans notre droit. Permettez-moi ce jeu de mots, parce que nous avons la vérité de notre côté. Et il parlait de noblesse. Oui, noblesse, intégrité. En même temps, est-ce que c'est un peuple également de paix? Est-ce que, épris de paix, est-ce que des missions sont en cours actuellement pour pouvoir concilier les deux parties? Oui, disons que la deuxième résolution, on peut dire la A', il y a la A et la A', c'est que le doyen a demandé qu'il y ait des missions à l'intérieur du pays pour expliquer cela, pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Comme vous avez dit tout à l'heure, le peuple baoulé est un peuple de paix. Vous prenez la carte de la Côte d'Ivoire. Où est situé le peuple baoulé? Dans le centre, dans le cœur de la Côte d'Ivoire. Toutes les énergies qui viennent du nord viennent se baumifier au niveau du centre avant de descendre. Ainsi de suite, celles du centre viennent se baumifier. Le baoulé est un peuple de conciliateurs. Je veux revenir sur le mot noblesse dont il a parlé. Au Ghana, on est le seul peuple à pouvoir traverser les 7 portes pour entrer dans le palais à Koumassi, sans qu'on nous demande quelque chose. Parce que les rois Ashanti viennent de notre village, en Sout-Ashanti. Alors, que prévoyez-vous? Dernière question pour terminer pour vous, en 30 secondes rapides. Si l'autre partie refuse de baisser les bras? Écoutez, en baoulé, on dit quand celui qui te poursuit ne s'est pas encore arrêté, tu ne peux pas dire que tu es fatigué. Donc, nous continuons la mobilisation et puis nous restons les yeux ouverts et sereins. Merci pour vous. C'est la même chose, c'est la paix, c'est la pacification. Ce sont nos frères. Vous savez, cette histoire, on l'a couvert, on a tout fait pour ne pas qu'elle ressorte, parce qu'on règle nos problèmes en famille. On règle nos problèmes en famille. Bon, malheureusement, ils ont tout fait pour que ça sorte. On est obligé maintenant
de s'accommoder. La vérité est là. On vient de vous dire, la vérité, il n'y a qu'une seule vérité. C'est Kassi Anvo qui est le roi, qui demeure le roi de Waoulé. Merci à vous, Vincent Kofi Congo. Je rappelle que vous êtes communicant. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Pareillement à vous, Nanglé Kwasi-Meda, écrivain et chercheur spirituel. Merci d'être passé également. Place maintenant à la deuxième partie de cette émission, je rappelle, qui sera consacrée à un sujet très important. Il s'agit d'une pollution d'eau dans l'ouest du pays. On revient juste après cette réclame publicitaire. Voilà, retour en plateau avec nos deux consultants habituels, Pulchéri Balé, bonsoir. Bonsoir. Et l'élégant Thomas Guessambi, bonsoir. Bonsoir, Sidic. Voilà, comme vous le constatez, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission consacrée à ce sujet très important, le fleuve Cavali pollué, les populations en danger, information capitale. Un incident majeur s'est produit dans la mine d'or d'Iti, vers Zouanounien, entraînant un déversement de produits toxiques dans le fleuve Cavali, occasionnant la mort de poissons. La consommation de ces poissons a entraîné des intoxications humaines, 50 cas déjà notifiés hier dimanche, selon une source locale. Alors, la première question, Pulchéri Balé, l'activité minière continue de faire de gros dégâts. Oui, et c'est vraiment dommage. Normalement, c'est une activité qui est encadrée par la loi. Il existe un code minier. Et c'est vraiment dommage que cet incident soit survenu de sorte à polluer le fleuve. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que en réalité, ce n'est pas nouveau. C'est un fait de plus à la pollution du fleuve Cavali. Il se trouve que quand vous allez à Diokoué, tout juste après le fleuve, il y a un village qu'on appelle Guessabo-Guéry. Il y a une usine qui est en train d'être construite au bord du fleuve. Et l'année passée, nous avions fait un reportage là-bas. Il se trouve que cette usine a été construite sans que l'étude d'impact environnemental et social n'ait été réalisée. Alors qu'en principe, c'est à l'issue de l'étude d'impact environnemental et social que le ministère de l'Environnement, plus précisément l'Agence nationale de l'environnement, délivre un certificat de conformité qui permet maintenant le démarrage des travaux. Et dans ce cas-là, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est pour dire qu'il y a un problème au niveau des autorités sur la mise en œuvre de toutes les procédures qu'on devrait respecter pour garantir la sécurité des populations quant aux activités industrielles en général. Et même à Abidjan, ici, il y a des exemples de pollution. Donc, je veux dire que la responsabilité du ministère de l'Environnement est très, très, très engagée. On n'a pas dit que c'est le ministère qui a mis le bac à cyanure dans l'eau, mais on dit qu'il faut que le ministère veille au respect des mesures environnementales qui devraient protéger et les populations et les ressources naturelles. Parce que justement, ce cavali-là, c'est lui qui produit le poisson d'eau douce que nous mangeons ici à Abidjan. C'est de là-bas qu'on prend tout le poisson pour venir le commercialiser ici à Abidjan. Donc les intoxications ne concernent pas seulement les populations riveraines du fleuve. Alors Thomas Guessambi, en plus du ministère de l'Environnement, selon plusieurs témoignages, depuis des années, les populations vivent dans la même situation pendant que les autorités locales sont au courant de ce qui se passe. Oui, malheureusement, alors qu'on croyait que l'orpaillage clandestin et ses moyens un peu rudimentaires était la source de pollution qu'on a connue, la couleur de l'eau qui change, l'environnement qui est très dégradé, des sols qui ne sont plus propres à l'agriculture, que nous sommes surpris de voir qu'une entreprise beaucoup plus spécialisée dans le domaine puisse, de par son fait, polluer le fleuve de cette façon. C'est un peu dommage parce que l'environnement, c'est l'environnement à la limite des hommes. Et donc un tel fleuve qui, je pense, arrose 3 pays, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Libéria, peut être source à la fois de richesses, parce que dans les fleuves on peut y trouver des minéraux, mais aussi être source de
de maladies, voire de mort de cette façon. Alors, la question qu'on se pose, d'abord, la dangerosité des produits qui sont utilisés. Vous n'avez pas de cyanure, je pense qu'il y a d'autres types même de produits aujourd'hui qui tuent les herbes, mais on ne pense même pas à l'appauvrissement de la terre. Mais je suis particulièrement choqué qu'il n'y ait pas d'encadrement rigoureux de ces produits, de leurs utilisations qui peuvent avoir des impacts et ce qu'on vient de récolter, que cela se fasse. Et puis, c'est plutôt l'aspect curatif. On n'a peut-être pas beaucoup plus investi dans l'aspect préventif, c'est l'aspect curatif. Et puis bon, sans doute que ça passera par perte et profit, mais je pense que, à l'image de la CIE, qui se donne périodiquement et annuellement des exercices de prévention, je pense aussi que ça devrait concerner les autres domaines. Combien de temps la dépollution prendra? L'ampleur des dégâts est-elle véritablement maîtrisée? Est-ce que c'est le seul produit? Voici autant de questions qu'on se pose sur le constat malheureux que nous faisons de la pollution du fleuve Cavalier. Alors, vous l'avez dit, hein, ce n'est pas une première. Il y a quelques mois, c'était le cas du fleuve Agbo, à Agboville. Et donc, qu'est-ce que vous proposez? Il y a eu même la lagune ici. Il y a le banc d'amande même qui a changé de couleur déjà. Et tout. Et donc, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour pouvoir résoudre ces problèmes qui persistent? Non, il n'y a pas d'autre solution que de rendre le contrôle beaucoup plus rigoureux. Comme je le disais tantôt, toutes les activités industrielles sont encadrées par le ministère de l'Environnement quant au risque de pollution. Donc, s'il y a une rigueur dans l'exercice de ce contrôle, je pense qu'on pourra facilement maîtriser la situation. Mais il y a aussi la sensibilisation des populations même aussi. Parce que là, on est en train de parler d'une entreprise légalement constituées, elles sont moins polluantes que ceux qui pratiquent l'orpaillage traditionnel, qui est lui aussi normalement réglementé. Maintenant, sur le terrain, ce n'est pas évident. Donc, il y a vraiment un travail aussi de sensibilisation à faire au niveau des chefferies, parce que c'est eux qui autorisent en général ces orpailleurs clandestins-là à exploiter certaines portions de leur terroir. Et puis, quand eux, ils utilisent leur cyanure, ce n'est pas évident que le dosage soit respecté. Et puis, bon, voilà, il y a beaucoup d'impact, tant sur la santé de ceux-mêmes qui utilisent ces produits que sur la santé des populations riveraines qui utilisent ces eaux-là après. Donc, il y a un problème il y a une nécessité plutôt de sensibiliser les populations locales aux règles de pratique de ce genre d'activité, mais aussi le contrôle au niveau des industries minières. Alors, elle a parlé de rigueur, mais est-ce qu'il n'y a pas la corruption également qui fait que ce problème persiste? Mais bien entendu, comme quelqu'un pouvait le dire sur le plateau ici, c'est la pauvreté, c'est la pauvreté, c'est la pauvreté. Naturellement, quand une activité n'est pas encadrée et que face à l'appauvrissement des terres, c'est plus la vente des terres que l'agriculture que nos parents pratiquaient, bien entendu. Ensuite, c'est tout un cheminement, cette corruption. Je ne désignerai pas quelqu'un, mais je pense que c'est à plusieurs échelles. C'est à plusieurs échelles, malheureusement. Mais il y a comme Pulchéry pouvait le dire, le contrôle, mais le contrôle arrive de façon périodique. Moi, j'ajouterais au contrôle la surveillance. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui la télégestion des appareils, des machines, de sorte que le niveau d'alerte soit donné tôt, plutôt qu'on puisse assister à ce genre de situation. Donc la corruption, oui. Le laxisme, oui. Le manque d'information, oui. L'envie de maximiser le profit au détriment des vies humaines, oui. Autant d'éléments qu'on peut relever à travers ce qu'on a vu. En même temps, est-ce qu'il ne faut pas revoir le code minier ivoirien?
Oh, en Côte d'Ivoire, on a de très bons textes. Je ne pense pas que le problème se situe au niveau du code minier. Le code minier, il est bon. C'est l'application qui est le problème. Et pour revenir sur la question de la corruption, c'est très grave. Parce que déjà même, les règles même pour octroyer un permis d'exploitation ne sont pas toujours respectées. Et sur le terrain, nous avons déjà eu affaire, je ne citerai pas les localités, pour ne pas qu'on identifie ces autorités-là, mais il y a des autorités préfectorales qui, en complicité avec ces entreprises-là, mettent une pression sur les villageois, parce qu'il y a des villageois qui n'ont pas envie de céder leur terre pour l'exploitation minière. Et on leur met la pression, on les menace même, parce que justement ces autorités préfectorales-là sont soudoyées par l'entreprise. Voilà. Donc sur le terrain, il y a beaucoup de situations qui montrent que la corruption fait beaucoup de mal, alors qu'aujourd'hui nous nous plaignons de la cherté de la vie. Justement, un des pans de ce problème-là, c'est qu'il n'y a plus suffisamment de terres cultivables pour les cultures vivrières. Donc on ne devrait pas obliger les populations à céder leurs terres pour l'exploitation minière, parce qu'après les mines, on ne réhabilite pas toujours les sites, donc ce n'est plus propice à l'agriculture et ça fait des terres cultivables qui se perdent. Mais en même temps, est-ce que la population est en partie responsable? Oui, en partie, comme vous le dites. En partie, quand elle est d'accord pour collaborer avec ceux qui font ça. Mais sinon, il y a des populations qui refusent catégoriquement et qu'on menace. C'est de ça que je parle. Oui, je pense que, bon, ce n'est pas l'activité minière qui est principalement mise en cause ici, mais c'est la nature, l'environnement, l'écologie qui prend un coup dans l'exercice d'un métier. Alors que c'est un privilège pour un pays d'avoir des cours d'eau. Fort heureusement que les fleuves ne sont pas stagnants comme les étangs et les lacs. Aujourd'hui, on n'a pas de navigabilité de nos fleuves comme au Congo, où il y a des trafics qui s'y font par bateau. Donc, c'est des choses qu'on pourrait développer. Ensuite, on parle de l'agriculture et l'irrigation qui devraient l'accompagner. C'était sans doute des sources et même l'alimentation même d'eau potable dans les villes tirent souvent leurs sources de ces fleuves-là. Et donc, laisser une activité aller polluer une source d'eau, je n'imagine pas les conséquences vraiment sur l'alimentation en eau. L'eau devient de plus en plus une denrée très rare. Ensuite pour l'agriculture, ensuite pour l'environnement, l'écosystème. Donc c'est un problème sérieux. Alors que nous savons tous que aujourd'hui la question environnementale préoccupe le monde entier. Les COP se multiplient et il faut les traduire dans nos politiques publiques, mais il faut les traduire surtout dans les faits. Pas que ça reste des vœux pieux ou des textes, mais il faut que cela se ressente dans nos vies de tous les jours. Le plus Chéric Balé, dernière réaction avant de passer au prochain sujet. Oui. Sur ce sujet. Oui. Non, c'est vraiment d'interpeller le ministère en charge de l'environnement, mais aussi le ministère en charge des eaux et forêts. Parce que vous savez que partout où il y a un fleuve, il y a une forêt aussi quelque part. Et comme déjà les forêts sont très entamées, si encore les fleuves devraient suivre, ce serait vraiment catastrophique. Donc il faut que, comme l'a dit tout à l'heure M. Djessambi, les règles que nous nous donnons, il faut que nous les respections. Il faut que toutes les procédures environnementales en vigueur soient appliquées. Il faut que les gens aiment leur pays et leur travail plus que l'argent pour ne pas céder à la corruption qui a des conséquences désastreuses sur l'environnement, l'environnement qui constitue notre cadre de vie. Comme il a dit tout à l'heure, c'est de là que nous tirons tout. C'est de là que nous tirons notre habitat, notre alimentation et tout ça. Donc si l'environnement n'est pas protégé, c'est vraiment dramatique. Donc il faut vraiment que des mesures soient prises pour ne plus que ce genre de situation arrive et pour que l'orpaillage clandestin soit encadré, de sorte que véritablement l'environnement n'en pâtisse pas trop
parce que ça empathie dans tous les cas. Alors, place maintenant à la troisième partie de cette émission, cette actualité du soir, cette troisième actualité. Côte d'Ivoire, une économie robuste selon la Banque mondiale. Le 28 juin 2024, la cérémonie de présentation du 14e rapport de la Banque mondiale sur la situation économique de la Côte d'Ivoire a révélé la bonne santé économique de notre pays et les perspectives favorables malgré les défis importants liés à l'environnement international et les enjeux climatiques. Première question, Thomas Gessambi, le gouvernement ivoirien est à saluer et à féliciter. Par qui, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que bien souvent, de la sémantique ou la grille de lecture que ces organisations internationales des finances utilisent et l'entendement, la vie des citoyens dans un pays, bien souvent, il y a un peu de hiatus. Mais ce qu'on doit dire de manière globale, je pense que c'est un honneur pour un gouvernement, c'est un honneur pour un pays que des instances comme la Banque mondiale puissent apprécier l'économie. Je dois dire que c'est ce qui crée une sorte d'attractivité pour ce pays en matière d'investissement. Et j'ai dû parcourir quelques lignes de ce rapport qui est quand même un rapport assez crédible. Je ne suis pas prétentieux pour remettre en cause les rapports de la Banque mondiale, mais le rapport a pris aussi, surtout, il ne faut pas peut-être qu'on se focalise sur le titre, mais le rapport a pris le soin aussi de relever quelques disparités régionales. Que nous allons aborder au cours de cette émission. Je pense que c'est bon pour un gouvernement d'avoir de telles satisfactions. Puis Chéric Balé, c'est un honneur pour vous en tant qu'Ivoirienne, parce que c'est un rapport crédible, n'est-ce pas? Bon, je n'oserais pas mettre en doute la crédibilité du rapport parce que moi-même, j'ai travaillé dans le domaine des études et tout dépend de la méthodologie qui a été adoptée pour trouver ces résultats-là. Mais en tant que société civile, ce que je sais, c'est que cette robustesse de l'économie ne profite pas au peuple. Déjà, même quand on prend l'évolution de l'indice pour le développement humain, depuis 2021, jusqu'à 2024, nous avons chuté dans le classement, même si dans les chiffres, on nous dit qu'on a grimpé au niveau de l'indice. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les réalités. On dit que l'économie est robuste, c'est très bien, mais dans les faits, qu'est-ce que les Ivoiriens vivent? Est-ce que les Ivoiriens le ressentent? Est-ce que les Ivoiriens en profitent? Et quand la réponse est non, nous ne saurions être satisfaits, quels que soient les chiffres qui sont donnés, parce que la cherté de la vie asphyxie tout le monde. On ne va pas s'étaler sur les détails de la cherté de la vie, on en a suffisamment parlé, mais tous les Ivoiriens, en majorité, vivent mal. Les paysans qui font la fierté de notre agriculture sont dans la misère, dans la pauvreté, dans les difficultés. Les salariés ont de la peine à boucler les fins du mois. Déjà au 10, ils font les rangs pour les avances sur salaire. Les commerçants se plaignent, tout le monde se plaint. Tout le monde. Et même au niveau de l'entrepreneuriat, les entreprises, les PME se plaignent. On peut nous dire, par exemple, que le CPC va vous dire il y a 50 000 entreprises qui ouvrent par an. On ne vous dira pas qu'il y a 100 000 qui ferment parce que justement, il n'y a pas de marché pour eux. Donc vraiment, cette robustesse de l'économie-là, nous, on ne la ressent pas. Et à partir du moment où on ne la ressent pas, c'est bien pour l'image du pays, mais dans la réalité, il y a beaucoup trop de souffrance pour que nous puissions nous en réjouir. Alors, vous ne la ressentez pas pendant que la Banque mondiale dit que l'inflation est en baisse. Nous sommes passés de 5,2% en 2022 à 4,4% en 2023. Votre réaction? Oui, c'est la même chose, c'est ce que je dis. La Banque mondiale peut donner les chiffres qu'elle veut. Nous, là, nous sommes dans le peuple, nous sommes du peuple. C'est quand même la Banque mondiale, elle mène des études sur le terrain. Non, la Banque mondiale, c'est la Banque mondiale. C'est ce que je dis. Elle sait sur quelle base elle fait ses études. Maintenant, nous, là, dans la réalité, ce qu'on sait, c'est qu'on n'en profite pas. Et pourquoi on n'en profite pas? On n'en profite pas parce que notre économie est restée primaire. On en est encore à exporter les matières premières. On ne les transforme pas.
Ce que nous savons, c'est que pour qu'une économie soit réellement forte, il faut qu'elle aille à l'industrialisation. Ce n'est pas le cas pour la Côte d'Ivoire. Et les rares industries qui existent sont tenues par des multinationales ou des non-nationaux. Ils créent la richesse, mais pas pour les Ivoiriens. Quand ils créent la richesse, ce qu'ils gagnent là, eux, ils envoient ça dans leur pays. Ce n'est pas des Ivoiriens qui sont les industriels en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des Ivoiriens qui créent véritablement la richesse en Côte d'Ivoire. Du coup, l'économie peut bien se porter de façon globale, de façon macroéconomique, mais dans les faits, là, les Ivoiriens sont pauvres, les Ivoiriens souffrent. Et c'est ça que nous retenons. Donc, quels que soient les chiffres de quelle institution que ce soit la Banque mondiale ou une autre, c'est la réalité que nous regardons. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a droit à la santé? On a accès à la santé? On nous dit qu'il faut que tous les 5 km, on ait un centre de santé. Ça, ce n'est pas une réalité encore. On parle d'éducation. L'éducation, là, il y a des villages où il n'y a même pas... En 2024, où on parle, là, il y a des enfants qui marchent des kilomètres pour aller à l'école dans un autre village. Mais la situation s'est améliorée. Donc, les réalités, amélioration. Oui, puisqu'on a construit de nouveaux établissements scolaires, on a construit de nouveaux centres de santé, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Nous, par exemple, nous, en tout cas, on dirait qu'il y a 2 choses qu'il faut faire. La première, c'est d'abord même de décentraliser Abidjan. Parce que l'argent qu'on a pris pour mettre dans tous ces nombreux ponts-là, on aurait pu les utiliser pour plutôt enrichir le réseau routier à l'intérieur. Puisque le Conseil Café Cacao ne traite pas les pistes rurales, il y a un problème pour l'écoulement des produits. Tout ça, là, ça contribue à la pauvreté des Ivoiriens. On a besoin des routes à l'intérieur. Il y a encore des zones qui sont enclavées. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est de ça que nous, on a besoin. On a besoin de construire des infrastructures qui profitent directement au peuple. Bien. Les paysans ont besoin de pistes rurales. Les enfants ont besoin d'écoles. Toute la population a besoin de santé. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont pas à l'hôpital parce qu'ils ne peuvent même pas payer la consultation pour dire qu'il va payer les médicaments. Et c'est le même gouvernement qui lutte contre les médicaments de rue. Il y en a qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser tout ça. Donc nous, c'est dans le quotidien des Ivoiriens, c'est dans le bien-être social qu'on devrait évaluer la santé d'une économie, à notre avis. Alors, pour Pulchérik Balé, c'est vrai, c'est un rapport de la Banque mondiale, mais qui n'est pas le reflet de la réalité sur le terrain. Et puis, ce rapport est publié au moment où l'opposition ivoirienne a tenté de remettre en cause les acquis de la Côte d'Ivoire ces 10 dernières années. Agenda de communication, coïncidence, je ne le sais pas. Mais pour ce que je sais, c'est que il y a quand même des grilles de lecture, des éléments sur lesquels la Banque mondiale se prononce. J'ai eu le privilège, en tant que journaliste, d'accompagner un Premier ministre ivoirien aux assemblées annuelles de la Banque mondiale. Et je dois dire que bien souvent, ce sont des canevas qu'on pose à nos pays en termes d'axes de développement. À cette époque-là, on parlait plus d'investissement en énergie et en infrastructure routière. Donc, quelqu'un qui vous prête de l'argent, bon, il va aussi avec ses orientations. Et si lui, à ses yeux, vous avez peut-être investi avec des barrages qu'on a créés à Soubré, avec le réseau routier qui, pour moi, a été réhabilité et augmenté, bon, du point de vue de ce bailleur-là, il peut trouver que vous avez été un bon élève et puis vous donner des points. Mais ce qui est aussi intéressant, comme je le dis, et qui rend crédible aussi ce rapport, c'est le fait de mentionner la disparité régionale. Effectivement, quand on sort d'Abidjan, on se rend compte qu'il y a une grande différence entre Abidjan et les autres villes. Donc, pourquoi ne pas rattraper cela? Et je pense que c'était dans cette dynamique que les conseils généraux ont été créés, généraux autant pour moi, mais devenus sous la présidence du président actuel, les conseils régionaux. Mais est-ce que les budgets qui sont alloués à ces conseils-là sont conséquents? Est-ce que, bon, ce resserrement, cette tension de trésorerie à l'intérieur comme à l'extérieur n'ont pas d'impact sur les projets de développement de ces
organisations, on a dit quoi, de ces entités décentralisées. Alors, votre réaction sur le taux de pauvreté? Ce que je dois dire, c'est vrai, dans la pratique, est-ce que l'Ivoirien, dans sa grande majorité, hein, les Ivoiriens, est-ce qu'ils arrivent à joindre les deux bouts? Il y a encore la question des factures d'électricité qui sont là. Mais souvent, je me mets un peu à la place quand même du gouvernement, même si je ne vais pas faire des études de droit pour être avocat du gouvernement. Vous avez par exemple l'État qui trace une route. Dès lors que l'État finit de tracer la route, les immeubles, les habitations et les commerces qui sont là font de l'augmentation. Bon, on nous dira que nous sommes un pays libéral, mais c'est des choses qu'il faut encadrer. On ne peut pas profiter du bitumage d'un axe pour que le loyer qui était peut-être du simple passe au double. Est-ce que le gouvernement peut agir sur ces choses ou bien ne pas agir? Ensuite, je sais aussi que quand le président actuel mettait un accent sur les routes, on a entendu dire, et bon, pour l'opposition c'est de bonne guerre, qu'on ne mange pas les ponts, on ne mange pas les routes. C'est la vérité en plus. Mais vous avez dit tout à l'heure que c'est bien de construire des routes. Mais bien entendu. Oui, mais il faut les construire là où il faut. Parce que on devrait commencer sur des grands axes d'abord avant d'arriver. Les grands axes, là, le président Oufoué, en tant que visionnaire, a déjà fait beaucoup. Le VGE, qui est ce qu'on essaie maintenant d'agrandir, là, il y a longtemps, c'est sous Oufoué, on a fait tout ça. Il a fait beaucoup. Et avant de partir, il a travaillé sur le projet de transfert de la capitale à Yamoussoukro. Mais ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'Abidjan est déjà saturé, était déjà saturé. Là, maintenant, on est dans une situation même qu'on ne peut plus décrire. Donc, le président Oufoué crée le projet de transfert de la capitale à Yamoussoukro. Après lui, le président Bédié réaménage le plan d'urbanisme de la ville pour coller avec ce projet. Le président Gbagbo commence à construire les infrastructures qu'il faut. Il crée même le programme de transfert de la capitale à Yamoussoukro. Le président Ouattara arrive en janvier 2012. Il annule carrément ce projet. Le Sénat est installé à Yamoussoukro. Comment? Le Sénat est installé à Yamoussoukro. Non, mais ce n'était pas ça le projet. La Chambre des rois et chefs traditionnels. On dit transfert des institutions. Sénat, Chambre traditionnelle, tout ça là, ce n'est pas des institutions qui sont très utiles à la République, je m'en excuse. Ça fait partie des institutions budgétivores. On parlait du Parlement, on parlait des ministères et on parlait aussi de la présidence. C'était de ça qu'il s'agissait. Ils ont construit l'hôtel des parlementaires, finalement les parlementaires sont ici. Donc, ce que je voulais dire, c'était que dans la gouvernance, même si on sait qu'il y a des démagogues, il faut qu'il y ait des limites à la démagogie. Pendant les campagnes électorales, tous les politiciens sillonnent tout le pays et les populations leur parlent de leurs besoins. Si on était dans un pays où on gérait bien les finances publiques, on n'aurait pas eu à nous soumettre aux désirata des bailleurs. Quelqu'un qui te donne son argent, c'est normal qu'il t'impose ce que lui, il estime être important. Mais si on gérait bien les finances publiques, on ne détournait pas, même l'argent qu'on emprunte là, on détourne. Mais si on gérait bien nos impôts, on pourrait financer les besoins des populations. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Alors, eux, ils font leur rapport en fonction de ce qu'ils nous ont imposé. Ils sont satisfaits par rapport aux résultats de ce qu'ils voulaient. Mais qu'est-ce que le peuple veut? De quoi les Ivoiriens ont besoin? Ça, on ne travaille pas dessus. Alors, parlons du peuple. Selon le dit rapport, le taux de croissance s'est établi à 6% en 2023, soit le double de la moyenne mondiale et celle de l'Afrique subsaharienne. On note également un net recul du taux de pauvreté. Les chiffres sont clairs. Moi, je ne suis pas dans vos chiffres. Taux de pauvreté, là même, là, actuellement, on dit c'est à 35%, alors que nous savons que plus de 50% de la population en Côte d'Ivoire est pauvre. Pauvre, là, ça veut dire quoi? Peut-être que la vie devient chère, mais peut-être que le pouvoir d'achat des Ivoiriens a augmenté. Si ton pouvoir d'achat est faible par rapport au coût de la vie, tu es pauvre. Tu ne peux pas te soigner comme tu veux, tu ne peux pas manger comme tu veux, tu ne peux pas te déplacer comme tu veux. Tu ne peux même pas satisfaire tes besoins élémentaires, tu es pauvre. Du coup, nous, en tant que société civile, en tant que défenseurs des droits du peuple, nous, on n'est pas dans leurs chiffres.
Je ne sais pas si c'est démagogique, si c'est crédible, si c'est quoi que ce soit. Ça peut être crédible par rapport à leurs critères, à leurs indicateurs. Mais nous, là, on dit, la réalité des Ivoiriens, c'est que ça ne va pas. Et sur tous les plans. Thomas Guessombi, selon certains spécialistes, en l'absence de mesures d'adaptation, la Côte d'Ivoire perdrait d'ici 2050 près de 13% de son PIB. Il y aura 1,3 million de pauvres supplémentaires. Cela revient à dire que la Côte d'Ivoire risque de s'éloigner de son objectif de développement si rien n'est fait. Bien entendu que c'est à condition, si rien n'est fait, et je ne pense pas qu'un gouvernement responsable ne puisse pas se préoccuper de telles situations. Moi, je pense pour ma part que le gouvernement pose les jalons du développement et qu'il y a peut-être derrière une question de culture et d'éducation du peuple. Vous voyez, quand Pulchéry dit les Ivoiriens souffrent, c'est un peu difficile. Est-ce qu'on a la culture de l'entrepreneuriat? Ce que je sais, il y a par exemple en matière de pétrole, de mines, des carrés et des permis qui sont là à disposition pour encourager l'entrepreneuriat national. Mais quand on voit chaque année, on a des Ivoiriens qui préfèrent peut-être présenter 10 fois le concours de l'ENA, le concours d'entrée à la police, plutôt que penser à l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a peut-être un travail à faire. Pourquoi ne pas mettre le gouvernement à l'épreuve sur ce chapitre pour dire voici ce que nous voulons entreprendre, mais on n'a pas le financement. Les financements existent, donc il faut réorienter. Comme le disait un ministre récemment à des étudiants, vous avez fini, c'est bien, mais je ne vous conseille pas la fonction publique. Je pense que ça aussi c'est important. Ensuite, le gouvernement a des aspects qu'il peut maîtriser. Par exemple, nos richesses, les permis d'exploitation qu'on peut vendre, ça dépend du gouvernement dans ses négociations. Mais quand vous avez des phénomènes comme le changement climatique, le Covid, la guerre en Ukraine, dans les autres régions du monde, ce n'est pas des choses qu'un gouvernement prévoit, mais ce sont des choses qui viennent avoir une incidence sur la gestion. Mais pour vous, en somme, est-ce que les chiffres de ce rapport reflètent de la réalité sur le terrain en Côte d'Ivoire? Mais bien entendu, c'est ce que je dis, que c'est une question de grille de lecture. Par exemple, est pauvre celui qui n'arrive pas à avoir plus de, je pense, $2 par jour. Bon, est-ce que dans la réalité, on n'a pas des familles dans nos pays qui vivent avec moins que ça sans que ça ne soit appelé la pauvreté? Donc, il y a bien entendu des critères, des indicateurs et qui sont généralement de façon standard partagés dans le monde entier, qui fait que le rapport est un rapport crédible. Alors, puis Chéri Balé, oui, allez-y. Non, je voulais intervenir sur un point qu'il a abordé qui est très important. Il a posé la question de savoir si les Ivoiriens ont la culture de l'entrepreneuriat. Moi, je répondrais oui. Malheureusement, depuis quelques années, on a fait la promotion de la facilité. Et cette promotion de la facilité se traduit à tous les niveaux. Au niveau politique, on a désacralisé des postes importants, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde pense qu'il peut être président s'il a de l'argent. Puisqu'on a vu des cuisiniers devenus ministres, on a vu des gens qui n'ont même pas le niveau devenir ministres. Du coup, on a installé les Ivoiriens dans la culture de la facilité. Et cette culture de la facilité-là fait que les gens préfèrent aller à la fonction publique parce que c'est là-bas qu'on vole le mieux. Vous payez votre concours et vous savez que vous allez vous rembourser, vous faire rembourser, mais vraiment sans être inquiété, puisqu'il y a l'impunité aussi qui est à côté. On vole des milliards, on ne dit rien. Donc tout le monde veut aller à la fonction publique pour ne pas travailler et voler. Alors pendant ce temps, la Banque mondiale recommande à la Côte d'Ivoire d'accroître sa productivité agricole et renforcer son capital humain afin de maximiser l'impact de réduction de la pauvreté. C'est un conseil qui est tout à fait normal. Oui, bien sûr. Ah là, vous vous figez sur les rapports de la Banque mondiale. Ce que la Banque mondiale dit
est faux. Je dis qu'elle a sa méthodologie pour avoir ses résultats. Maintenant, le conseil qu'elle donne au gouvernement, ce que vous venez de dire là, ça, c'est quelque chose même, on ne devrait même pas en être là. On dit d'accroître la productivité, ceci et cela. Sous Oufoué, là, on a créé les SODECI, comment on appelle ça, toutes les SODE là. Satmassi, Soderi, de sucre, voilà. Donc, normalement, si on n'avait pas créé des cassures entre les différents régimes et que ce qu'un premier régime a commencé, celui qui vient, il améliore, on n'en serait pas à nous donner de ces conseils qui sont élémentaires. C'est ce que je disais tout à l'heure, on est dans une économie primaire. On produit, on ne transforme pas. Et ceux qui nous dirigent, qui eux-mêmes sont allés à l'école chez les Blancs, savent que pour qu'on puisse être riche, il faut qu'on crée des industries. Mais il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique. On ne permet pas aux Ivoiriens d'investir. Toutes les industries, 98% des industries sont tenues par des entreprises françaises. La plupart des pans de l'économie ivoirienne sont tenus par des non-nationaux. Quand les Ivoiriens créent des entreprises, ils n'ont pas de marché. Ceux même qui sont au pouvoir créent des entreprises écrans. Ils partagent les marchés entre leurs entreprises écrans et leurs amis occidentaux. Finalement, les gens n'ont pas de possibilité de choses. Maintenant, la mécanisation de l'agriculture, il y a eu un temps où l'État facilitait toutes ces choses. Aujourd'hui, où on en est? On a reculé. Mais est-ce que les Ivoiriens ont épousé cette vision? Mais la vision, là, c'est ceux qui dirigent, qui l'épousent et puis qui l'inculquent aux autres. Parce que c'est eux qui décident. C'est pour ça qu'on parle de volonté politique en matière de développement. Bien. Alors, Thomas Gessambi, dernière question pour vous. Au niveau social, avez-vous la ferme conviction que le taux de pauvreté pourrait passer à 30% en 2025 et à moins de 20% en 2030 contre 39,4% en 2020, comme souhaite le gouvernement ivoirien? Oui, je pense que le gouvernement mène quand même des actions, même si Pulchéry ne les voit pas bien souvent comme... je les vois, c'est pas suffisant. Comme moi, je les vois. En matière d'industrialisation, je pense que le président de la République a inauguré une usine de transformation de cacao. Je pense que... en termes de chiffres, il y a quand même un progrès, même si le progrès n'est pas significatif ou bien celui qu'on attendait. Ensuite, quand le gouvernement fait de la distribution des semences à travers le ministère de l'Agriculture, de l'engrais, des variétés, de céréales, ce sont des choses qui sont de nature à favoriser l'innovation en matière agricole. Mais combien sont malheureusement les jeunes? Moi, chez moi, j'en ai parlé, mais ce n'a pas attiré un grand monde pour le président de Mutuelle que je suis. Il faut naturellement que on ne s'assoit pas pour que le gouvernement vienne distribuer de l'argent. Moi, j'aurais voulu qu'on mette le gouvernement à l'épreuve. Voici ce que nous voulons faire. Voici ce que nous... Et aujourd'hui, on est à l'ère de la démocratisation des supports de communication que sont les réseaux sociaux. Entreprendre et que, bon, on puisse, par exemple, dire... En matière de fiscalité, nous avons entrepris, voici comment l'impôt nous empêche d'évoluer. Moi, je préfère encore plus ça que... Il y a donc de l'espoir à l'horizon. Bien entendu pour moi. Pulchéry Gbalé, dernière question. Est-ce que vous avez de l'espoir que le taux de pauvreté va baisser en Côte d'Ivoire? Moi, je n'ai pas cet espoir actuellement. Pourquoi? Parce que je trouve que le gouvernement ne travaille pas pour le peuple. Nos conditions de vie s'amenuisent d'année en année. Il n'y a rien du point de vue pratique dans nos conditions quotidiennes de vie là, qui évolue dans le bon sens. Donc, tant que le gouvernement n'aura pas revu sa politique sociale, n'aura pas harmonisé certaines politiques, il sera difficile d'espérer que la pauvreté recule. Pour que la pauvreté recule, faut que déjà même nous puissions avoir accès à la santé. Parce que c'est quand vous êtes en bonne santé que vous pouvez travailler et c'est quand vous travaillez que vous pouvez créer de la richesse. Mais il y a eu un progrès quand même en matière d'accès aux soins de santé. Je pense qu'il y a des unités... Il faut différencier la construction d'infrastructures de l'accès à la santé. Ça fait deux choses différentes. Actuellement, le ministère de la Santé a vraiment construit beaucoup d'infrastructures. Ils ont amélioré le plateau technique dans beaucoup d'hôpitaux. Maintenant, est-ce que les gens ont les moyens d'aller se soigner?
Même la CEMU dont on parle là, ça fait combien de temps on prélève les gens pour la CEMU? Mais ça ne marche pas. Les travailleurs même de la CEMU se plaignent, à plus forte raison les populations. Donc, le gouvernement fait des efforts en matière d'infrastructure. Ça, là même, c'est leur spécialité. C'est pour ça qu'il y a les ponts, il y a les hôpitaux, il y a tout ça. Mais maintenant, les moyens pour avoir accès aux services, c'est ça le problème. Mais c'est déjà un pas que de construire parce qu'on peut avoir les moyens et ne pas avoir... mais si on a les infrastructures, qu'on n'a pas les moyens, merci, ça sert à quoi? On voit que nous souhaitons bien poursuivre les débats, mais malheureusement, nous sommes pris par le temps. Nous allons faire place maintenant à la prochaine rubrique de cette émission, c'est les cartons rouges. Préparez-vous de coups de gueule à suivre tout à l'heure. Alors, c'est les cartons rouges, rubrique consacrée en tout cas au coup de gueule de nos consultants en plateau sur des sujets qui ont trait à la vie de la nation. Monsieur Thomas Guessambi, nos téléspectateurs vous écoutent et vous regardent. Carton rouge sur l'hygiène alimentaire. Nous avons une nourriture qui est aujourd'hui la marque de fabrique de la Côte d'Ivoire, la tchéké. Mais il est bien malheureux souvent de constater que partout, à chaque point de rue, on est en train de reconditionner. Et ce reconditionnement, pour le mettre dans des sachets un peu plus petits, ne se fait pas souvent avec l'hygiène. C'est la main, on n'utilise pas des gants alimentaires. Et moi, ça me pose un problème. De sorte que quand on va dans un commerce et qu'on relève cela, on devient comme une bête curieuse aux yeux de tout le monde. Alors qu'il y va de la santé des Ivoiriens. Merci. Réaction plus Chéric Balé. Mais en dépit de la main, il y a également le souffle. Voilà. Ah ben oui, voilà. Des fois on souffle dans le sachet. Ah ben voilà. Oui, allez-y, réaction sur ce sujet. Oui, c'est très bien relevé, mais il faut dire que c'est culturel en fait. D'accord. C'est culturel dans nos villages. Les mamans manipulent la tchéké. Non, elles se lavent les mains. Maintenant, c'est en ville ici, c'est devenu autre chose. Voilà. Mais il y a forcément un travail d'éducation, voilà, à faire au niveau des populations sur la salubrité en général. Exact. Sur la salubrité en général. Et donc, voilà, c'est bon. Donc, on a souvent des poubelles à côté et puis on fait la monnaie avec la même main qui doit... Voilà. C'est ça. Alors, la parole est à elle maintenant, puis Chéric Balé pour son coup de gueule. Mon coup de gueule va à l'attention des autorités préfectorales, de l'administration en général, particulièrement l'administration du territoire et des politiques, par rapport à un sujet d'actualité, la crise qui secoue actuellement le royaume baoulé. J'en fais mon coup de gueule pour relever le fait que dans nos traditions, il y a des règles pour les successions en matière de chefferie et de royauté. Si on les appliquait tout simplement, nous n'en serions pas à débattre de ces problèmes-là. Et le problème, c'est que non seulement le politique s'ingère dans les affaires traditionnelles, mais les préfets et les sous-préfets ne jouent pas aussi leur rôle. Parce que dans la procédure normale, ce sont les autorités traditionnelles qui désignent qui devient le chef selon la coutume ou qui devient le roi selon la coutume, et le sous-préfet ou le préfet ne fait que prendre l'arrêté de nomination. Donc vraiment, il faut que nos autorités administratives et politiques se ressaisissent. Déjà, on a trop de problèmes au niveau économique, au niveau social. Ils ne vont pas encore en rajouter en allant mettre leur corruption là dans le milieu traditionnel. Thomas Guessambi, votre réaction sur ce sujet qui d'ailleurs était le premier sujet de cette émission aujourd'hui? Oui, je pense que l'administration devrait accompagner le processus. C'est vrai qu'avec l'avènement au pouvoir du président Ouattara, il y a eu une sorte d'amélioration ou de modification de l'exercice de la chefferie villageoise traditionnelle. Ils ont un statut aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont même rémunérés. Et bon, ça peut, vu l'enjeu, devenir désormais une bataille farouche pour qu'on soit chef, pour en avoir le bénéfice, alors que de façon traditionnelle, c'était
beaucoup plus, toute une autre considération. Ensuite, ce que je dois dire, c'est malheureux de le dire, avec tout le pouvoir qu'un préfet peut avoir, qu'un sous-préfet peut avoir, ce n'est pas à lui d'instituer un chef, ce n'est pas à lui de nommer un chef. Il vient pour couronner, il vient pour entériner et valider. Mais malheureusement, il arrive souvent que, bon, pour certaines considérations, généralement un peu politiques, que celui que tout le monde veut. Sinon, il est prévu dans le processus de l'administration ce qu'on appelle la consultation populaire. Donc, allons sur le terrain pour voir qui les populations veulent, plutôt que de désigner quelqu'un contre. Ça ressemble un peu à ce que les colons ont fait aussi à l'époque où on imposait des chefs de cercle qui n'étaient pas forcément légitimés. Mais je dois dire que, bon, ce n'est pas aussi toujours dans tous les cas. Je ne fais pas de l'équilibrisme ici, hein, mais nous relevons ce qui ne marche pas. Non, mais de plus en plus, hein. De plus en plus, et ça date. Ouais. Ça date, c'est depuis les années 2000 là-bas que ça a commencé. D'accord. Voilà, c'est la fin du carton rouge, mais ce n'est pas la fin de cette émission. Nous avons maintenant la dernière rubrique, le chiffre du jour. Juste après ceci, n'oubliez pas de commenter. Nous sommes dans le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est bien sûr 6, pour ne pas dire 6 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que ça vous dit? Je ne sais rien des milliards, moi. Chéric Balé? 6 milliards de francs CFA? Non, je n'en sais rien. Alors, sur 20 milliards collectés auprès des souscripteurs, soit 89,95% des capitaux investis, les entreprises KDS et Sotoc ont pu rembourser que la somme de 6 milliards de francs CFA, soit 30% des fonds collectés par ces deux sociétés auprès des souscripteurs. C'est un phénomène qui se répète en Côte d'Ivoire. Votre réaction? Oui. Quand on était dans l'actualité de mon EVA, je ne sais pas comment... Voilà. Moneva.com. Bon, voilà. Agrobusiness. Exact. Bon, là, on avait trouvé quand même un opérateur qui était disposé à restituer de l'argent. Et je pense que, bon, finalement, ce n'a pas été le cas. Mais j'ai l'impression que la chose revient toujours, peut-être sous d'autres habits. Voilà, sous d'autres formes, sous nos yeux. Je pense que le ministère quand même de l'économie et des finances, les institutions de la République peuvent déjà avoir une idée quand même de la crédibilité, de la solidité d'un business avant de l'avaliser. Mais ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, certains des souscripteurs qui voulaient entrer en possession de ce qu'ils ont investi ont souvent une maille à partie parce que les dirigeants de ces sociétés-là étaient gardés, avaient une véritable sécurité autour d'elles. Mais c'est quand même difficile de comprendre que, et pour moi personnellement, de comprendre que quelqu'un peut arriver facilement à détourner 100 milliards des deniers publics. Je ne pense pas que ça puisse se faire en un seul jour. Donc, durant tout ce temps, je vais dire, de façon trimestrielle, y a-t-il pas eu de contrôle, y a-t-il pas eu d'évaluation pour qu'on puisse attendre un temps et puis, bon, on se retrouve devant 20 milliards collectés et seulement 6 milliards. Bon, souvent aussi, c'est un peu bien fait. Je serais cynique, c'est un peu bien fait pour les souscripteurs qui pensent que la vie aussi est tellement facile que je vais mettre 20 000 francs dans mon EVA.com et puis je dois récolter en retour 300 000, 500 000. Moi, je trouve ça un peu comme de la facilité. Bon, mais nous sommes dans un pays de liberté où chacun va mettre ses œufs là où bon lui semble. Alors, des précisions avant, Chéric Balé, je tiens à rappeler que c'est plutôt 87,95% des capitaux investis, parlons de la somme globale, les 20 milliards de francs CFA. Alors, Chéric Balé, 6 milliards seulement remboursés sur 20 milliards de francs CFA. Votre réaction? Bon, moi, on va dire que j'accuse toujours le gouvernement, mais c'est les faits aussi qui militent en leur défaveur. Comme il a dit tout à l'heure, on a eu moneva.com. Mais avant Agrobusiness, il y avait eu les maisons de placement. On sait comment c'est fini. Il y a eu Agrobusiness. On sait comment c'est fini. Et puis maintenant, on vient encore avec les VTC. Et dans le cadre des VTC, comme dans le cadre d'Agrobusiness,
J'accuse le gouvernement, pourquoi? J'accuse le gouvernement parce que ce n'est pas des sociétés qui se sont installées dans la clandestinité. Normalement, avant de commencer à exercer, il y a des papiers que vous donnez, il y a un contrôle qui devait être fait avant que vous ne commenciez à exercer. Et quand ces sociétés-là exercent, là, elles font des publicités. Elles font des publicités. Ça encourage les souscripteurs à venir. On le disait tout à l'heure, ce n'est pas facile d'entreprendre en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont acheté leur taxi, ils ont des problèmes pour gérer cela. Quelqu'un vient, il dit, bon, donne-moi ton taxi, je vais le gérer pour toi, je vais te donner tant. Pourquoi il va refuser? Le problème, c'est que pendant que les gens sont dans leur contrat avec ces entreprises-là et que tout se passe bien, on ne sait pour quelle raison le gouvernement vient, il dit non, 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 arrêtez. On dit c'est appel à épargne publique. Comme si les gens se sont cachés pour commencer ça. Et parmi ces entreprises-là, il y a des responsables de ces entreprises qui ont été primés à la télévision par les gens du gouvernement eux-mêmes. Quand c'est comme ça, quand le peuple voit ça, il dit « Ah, mais c'est ça que c'est bon, c'est qu'il y a la caution du gouvernement et tout. » Et puis subitement, alors que ça ne se passe pas mal, parce que c'est ça le problème, que ce soit dans un gros business comme dans l'affaire des VTC, ça se passe bien, les souscripteurs ne se plaignent pas. C'est quand lui, le gouvernement, maintenant, il vient dire « Non, 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 arrêtez là. » Son arrêté là, il n'encadre pas ça. Mais en même temps... Il dit carrément, il abandonne les souscripteurs aux entreprises. Il dit arrêtez, payez les RSI. Pour les nouvelles souscriptions, vous arrêtez. Mais avant de prendre ce genre de décision-là, pour être sûr que les choses vont bien se passer, on devrait même faire une réunion avec ces entreprises-là pour dire, bon, nous, dans tel délai, on veut que vous arrêtiez vos activités. Comment on fait pour protéger les souscripteurs? En même temps, on ne protège jamais le peuple. On se demande d'un point de vue juridique, est-ce que ce type d'investissement est interdit en Côte d'Ivoire? La question vous est adressée. Mais si c'était interdit, les gens n'allaient pas le faire. C'est ce que je dis là. Ils ne se sont pas cachés pour exercer. Ils faisaient même des publicités. Le problème, c'est qu'on change les règles du jeu au cours du jeu. Moi, je me mets dans la peau de ces entrepreneurs. Je me mets également dans la peau des souscripteurs. Je décide de faire cette activité-là. Je suis normalement constitué, je paye mes impôts. Vous pouvez venir vérifier, surtout que je fais la publicité. Vous avez un comité de veille depuis l'affaire d'agro-business. Mais vous venez là, déjà, vous contrôlez de quoi il s'agit et tout. Mais même quand on doit arrêter, là, on se parle et puis on décide d'arrêter en faisant le moins de dommages possible. Mais ce n'est pas le cas. Donc, bon, franchement, moi, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça plusieurs fois? Demain encore, vous allez voir, ça va venir dans un autre domaine, ils vont autoriser au moment... Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est comme si, même dans l'affaire de mon EVA, le monsieur a dit, libérez-moi, j'ai remboursé l'argent des gens. On dit, on ne veut pas. On n'a pas remboursé l'argent des gens. Lui-même, son argent, on ne sait pas où c'est parti. Bon, il y a un problème. Thomas Gessambi, dernière réaction pour terminer. Oui, je me dis effectivement, une société qui s'est créée et enregistrée au CPC, dans l'administration fiscale, même à la CNPS. Donc, ce sont des sociétés qui emploient des Ivoiriens, qui emploient des personnes qui sont légalement constituées. Donc, dans une dynamique où on veut peut-être sauver les emplois et peut-être lutter aussi contre le blanchiment, le travail de l'État se fait a priori. On vérifie la crédibilité, la projection de la chose avant que la chose ne commence à donner d'autres formes beaucoup plus grandes. Mais évidemment, quand on veut protéger les emplois, quand on veut lutter contre la pauvreté et qu'il n'y a vraiment pas de problème entre le souscripteur et l'entreprise qui développe le business, mais autant laisser, puisqu'il y va de l'emploi des personnes, mais une immixtion du gouvernement qui a le pouvoir public pour venir arrêter, bon, évidemment, peut appauvrir là où le business se passait tranquillement. Merci Thomas Gessambi. Merci à vous également, plus Eric Balé. C'est la fin de cette émission. C'était un plaisir de démarrer une nouvelle semaine et un nouveau mois en votre compagnie. Retenez que tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Portez-vous bien et bonsoir.